Bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être là pour cette conférence sur ce sujet, sur l'intralogistique. L'industrie 4.0 remplacera-t-elle le lean avec le suspense qui va bien? Nous allons commencer par vous présenter un peu la société pour mettre un peu de contexte et ensuite développer le sujet. Vous voyez donc que la conférence a été préparée par 3 personnes, Cynthia qui n'est pas présente, Andrés et moi-même, donc de la société Mibar Consulting, que nous allons vous présenter, qu'Andrés exactement va vous présenter. Alors. Juste... Vas-y. Bon, ouais, c'est alors. Donc Mibar, nous sommes une société, vous verrez, internationale, totalement centrée sur la supply chain, que l'on considère comme étant très importante. Alors, qui est Mibar Consulting? Ça vient. Alors, merci Philippe. Et là, nous, les groupes MIBAC, nous sommes une agence conseil et d'ingénierie spécialisée en supply chain, notamment la logistique, qui a été créée en 1973. Et on est environ 400 consultants un peu partout dans le monde. Et là, nous travaillons sur 3 axes. Le premier axe, c'est la transformation de la supply chain, où nous travaillons avec des entreprises sur des projets surtout stratégiques, disons la modélisation d'un network, d'un réseau, etc. Là, le deuxième axe, c'est à propos de l'ingénierie et la réalisation. Et là, nous travaillons sur le projet intralogistique, interne, c'est-à-dire des usines, des entrepôts, l'automatisation des entrepôts, etc. Et notre troisième axe, c'est à propos de l'excellence opérationnelle. Et là, avec nos clients, nous faisons des projets pour leur aider à atteindre leurs objectifs, réussir ces projets et arriver à une situation où ils veulent être. Et là, on aime bien dire que nous sommes une petite entreprise mondiale, globale, parce que, je viens de dire, on n'est que 400 à peu près, et nous sommes un peu partout, en Amérique du Nord, Amérique du Sud, d'où je viens, c'est pour ça qu'il y a un petit accent. Et en Europe, en Asie, et là, nous travaillons dans, disons, des équipes locaux, des projets régionaux et des projets globaux. C'est-à-dire, s'il y a une entreprise ici en France qui veut travailler, je ne sais pas, avec notre équipe en Colombie, ça, on peut le faire. Des projets logistiques, disons, globaux. Et là, évidemment, aujourd'hui, on est ici, on va vous montrer des projets à propos de l'agroalimentaire, à propos des biens de consommation, même à propos des productions et des usines. Mais évidemment, là, nous, on travaille dans des différents secteurs de l'économie, l'automotive, la mode, la retail, le pharma, etc. Et voilà. Merci pour cette présentation, avec l'accent qui va bien. On va se centrer sur la logistique de distribution, mais logistique industrielle, puisque si ce n'est sur une ligne de packaging, il faut aussi penser au bord de ligne. Et l'idée dans cette conférence, l'idée sous-jacente est de prendre soin de notre supply chain en identifiant les coupables, les problèmes, et en engageant donc des solutions, le détective lean, on va dire. Et puis pour finir de s'amuser, on a souvent une tendance à vouloir avoir un maximum de données et les enrôler, les cruncher et ainsi de suite. Notre réflexion vient en fait d'un article, on va le voir plus tôt, vient du fait qu'il faut toujours, donc, quand on cherche les causes et à résoudre les problèmes, à toujours chercher donc, le sujet qui est la valeur ajoutée des processus. On insiste dans le sens où c'est vraiment la valeur ajoutée, c'est pas gérer la faible productivité, mais trouver des solutions pour aller de l'avant. En travaillant sur ce sujet-là au niveau du groupe, un de nos experts, ou notre expert Lean allemand, Dr. Rainer Freeland, a fait un article de réflexion que j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, j'ai refait
paraître dans Industrie Magazine. Avec cette réflexion, avec la quantité de données qu'on a maintenant, est-ce que ce qu'on appelle l'industrie 4.0, le jumeau numérique, pourrait ne pas remplacer quelque part l'approche ligne? Ça fait écho parce qu'on a approché on a fait un projet d'audit pour un client où on a fait ces deux approches. Et donc on a voulu travailler ce sujet. Et puis, bien entendu, pour ça, développer un peu le projet que l'on a fait pour ce client de façon anonyme, parce que les règles de confidentialité dans le métier s'imposent, mais aussi dire c'est quoi le Lean, c'est quoi l'enjeu du Lean, et la simulation ou le 4.0, qu'est-ce que c'est? Et au fond, qu'est-ce qu'on va faire de ces outils? Est-ce qu'on va les opposer, les écraser ou jouer avec? Alors, ce cas vécu. Alors, là, comme Philippe vous a déjà dit, les cas vécus qu'on va vous montrer, c'est bien une entreprise anonymisée pour des raisons de confidentialité, de privacité, etc. Et là, c'est une usine de l'agroalimentaire. Là, on a constaté, on a remarqué qu'il y a des contraintes sur l'intralogistique, bien sûr. Et aussi, il faut remarquer que c'est un marché en croissance, en pleine évolution. C'est important, ça aussi. Mais là, les sujets, l'importance, notre but, c'était d'augmenter la capacité de l'usine, mais aussi d'aider nos clients à mieux comprendre son site et optimiser son site. Et pour ça, donc, le travail, c'était un audit, bien, comment on fait, de telle façon à trouver les projets, à les prioriser, type démarche ligne, et puis organiser et suivre les projets. Les acteurs chez les clients, c'était un peu tout le monde, le siège social, le directeur de l'usine, etc., parce que c'est un projet important, vu le gap qu'il y avait à passer. Le premier bilan, en fait, de notre action a été de voir que, au niveau intralogistique, donc au niveau des tapis, des convoyeurs, je ne sais pas si ça vous dit, mais qu'il y avait des goulots d'étranglement dus à la planification à certaines périodes de la semaine, que ça reportait en fait des pointes sur les systèmes de stockage automatisés, que néanmoins il y avait quand même de l'espoir, puisque au niveau capacitaire, on va dire volume, il y avait de la place. Par contre, comme c'est une usine assez ancienne, dans ce cas d'étude, il y avait une perte de savoir-faire, d'où ce côté, mais au fait, l'usine, qu'est-ce qu'elle est capable de sortir exactement? Et puis un besoin de rétrofit de l'installation. Donc ça, c'était les premiers constats, un travail de reparamétrage et de correction des programmes. De façon un petit peu plus concrète, on a développé donc d'un certain nombre de projets à développer, donc à faire un par un, pour retrouver ou atteindre les objectifs, avec deux étapes, un objectif moyen terme, enfin milieu, et un objectif long terme. Et dans cet objectif milieu, il est apparu que, oui, il y avait des sujets de reparamétrage, de développement, des sujets de gamme de travail, des sujets d'optimisation, mais il y avait besoin de faire une simulation de l'usine pour savoir jusqu'où on pouvait aller et s'il était pertinent de mettre autant d'argent pour faire l'objectif 10-100 tonnes. Cette sorte de dualité mais au fait, on a fait tout un travail d'approche, est-ce qu'on n'aurait pas pu le faire avec le 4.0 ? Fait une sorte nous a fait une résonance avec la question de développer dans l'article de notre collègue. Avant, on utilisait le Lean avec cette démarche qu'on va développer, mais demain, est-ce qu'on ne pourrait pas collecter toutes les données de l'usine, mettre ça en vrac, un peu d'intelligence artificielle et frouf, ça vous donne les solutions. Alors, comme dans la thèse et l'antithèse quand j'étais jeune, pour faire des dissertes, on s'est dit on va développer un petit peu le Lean sans chercher à faire de l'information, mais à prendre la base. Nos experts et nos jeunes qui sont sortis d'école nous disent qu'est-ce que c'est que le Lean ? Donc c'est un travail continu où on doit responsabiliser tout le monde et impliquer tout le monde. Bien. La base est d'avoir des processus standards, effectivement maîtrisés, qui soient stables, avec des tas d'outils pour ça, pour le 5S et autres, et Kanban et tout ce que vous
je pense, connaissez. Si on n'a pas ça, c'est pas la peine d'aller plus loin. D'où les besoins d'écrire dans le projet dont je parlais, d'écrire des processus, parce que ça manquait. Voilà. On a deux piliers fondamentaux qui sont de toujours optimiser les stocks, les processus, le fait que l'installation soit la plus fluide possible, donc la notion de juste à temps. Et puis des termes que vous voyez ici, qui sont de jamais se laisser aller, si je peux me permettre, ou de jamais chercher à compenser. De toujours se mettre en situation de dire ça va pas, j'arrête et je reprends. Donc éviter de faire avec, ce qui était le cas de cette usine où ça devenait un peu en semi-automatique. Ils avaient tellement l'habitude des problèmes qu'ils réglaient par eux-mêmes au lieu de chercher à les résoudre. Donc on avait besoin de retravailler, de travailler notamment un des piliers qui est le fameux qualité intégrée. Et puis le toit, objectif toujours qualité, coût, n'est-ce pas, et les délais de production minimum. Alors comment est-ce qu'on développe ça? Nous qui sommes une boîte de conseil et d'ingénierie, on est habitué à la méthodologie pour approcher les projets un peu compliqués. Et on est toujours à segmenter, phase 1, phase 2, etc. Ne pas passer à la phase 2 tant qu'on n'a pas fait la phase 1. C'est pas toujours vrai, mais c'est l'idée. Et donc on a voulu redévelopper donc, cette présentation du Lean ou démarche Lean sous 5 aspects. Donc, définir le projet. Ça paraît évident, mais c'est souvent flou. Et il y a besoin toujours de redéfinir les périmètres, les objectifs de façon bien précise. Et rédiger, entre parenthèses aussi. Définir les contraintes, les risques, etc. Et qui fait quoi. Ensuite, on doit mesurer la situation actuelle. Donc, on a besoin de collecte de données, parce que les données, on en a besoin. Des données de production, des données de planification, des données d'unités de stockage, de conditionnement, etc. Tout ce qui permet de. Et puis ensuite de faire des analyses de ces paramètres. Le point ensuite est de faire du peignage, si je peux dire, pour essayer de prioriser les problèmes. Qu'est-ce qui fait le plus mal? Qu'est-ce qui fait qu'on est sur des points de blocage et qu'il n'est pas à la peine d'avancer tant qu'on n'a pas résolu ces points de blocage? Et de façon systématique. C'est pénible à faire, mais c'est fondamental. On a toujours une tendance à vouloir résoudre tout de suite les problèmes. C'est ce que Lean nous dit de ne pas faire. Il faut déjà bien poser les choses. Voilà, elle nous attend, vous y allez. Et puis donc ensuite, on cherche à proposer des solutions et à les planifier avec la petite image de feuille de route pour ensuite suivre, réaliser et suivre par des weekly meetings, enfin il faut déjà le faire, c'est une chose, mais par des weekly meetings, par des réunions mensuelles impliquant des fois les patrons quand il y a des points de blocage. Par exemple, une personne qui est saturée en travail, il faut qu'il puisse mettre des priorités, c'est son rôle. Quand on regarde ce travail sur un exemple qui était... puisque les automates étaient anciens et qu'il fallait... ils étaient anciens, puis il y a des problèmes dans les programmes. On a donc travaillé à définir le projet. Là, c'était résoudre ces problèmes d'automatisme. Donc on a contractualisé avec un expert, vraiment quelqu'un qui est capable de fouiller ces programmes, un peu anciens, pour qu'il puisse avoir la compréhension pleine de ce qui se passe. Donc là, point cause profonde. Ensuite, il y a eu tout un travail d'identification de ce qui pouvait être réglé, des problèmes de comportement, des sujets complexes. Les gens avaient tellement l'habitude, quand ils appuyaient sur la marche avant, ça faisait une marche arrière, ils attendaient pour repartir, mais ça, c'était des choses qu'il fallait absolument régler. Et donc, les mesures à prendre, c'était de corriger, ça va sans le dire, mais sans arrêter la production. C'est facile à dire, c'est plus difficile à faire. Et donc, il y a eu un travail de préparation et un travail important de comment on fait pour sécuriser. D'ailleurs, des fois en se faisant peur, alors qu'il n'y avait pas besoin, mais bon, au moins on a fait le tour de la question.
Et puis la mise en œuvre, donc c'est une intervention le week-end avec une préparation en milieu de semaine, mais vraiment l'intervention lourde le week-end. Et l'idée de laisser vivre le système pendant 1 mois, 2 mois dans l'exercice, pour que l'expert en question puisse revenir et régler les petits détails ou à partir du backup ou du feedback qu'il a eu. Donc ça, c'est un exemple de démarche ligne. Quand on parle de 4.0, c'est un peu différent. Ce qu'on appelle 4.0, c'est la révolution 4.0. La 1, ça a été la machine à vapeur. Hein, la 2, ça a été la Ford T, donc la grande consommation, la production en masse. La 3, ça a été les ordinateurs qu'on a connus. Et la 4, bah, c'est les smartphones que vous n'avez pas ouverts. S'il y en a un ou deux qui regardent, c'est normal. Donc on est dans ce 4.0, on est en plein dedans. Hein, et donc, au niveau de la production, ça veut dire qu'on est capable de mettre en réseau toutes les données de la production, c'est-à-dire de lier l'ensemble des automatismes d'une installation, d'avoir la main dessus, et de visualiser tout ce qui se passe. On peut aussi comme ça faire de la maintenance préventive, on peut faire plein d'autres choses, de la collaboration. Dans le transport, puisque là vous êtes dans l'industrie, transport, enfin si, il faut quand même sortir et rentrer de l'usine, mais on peut faire des déchargements automatiques de camions, un peu plus poussés que ce qui était auparavant. On peut aider avec tous des systèmes de chariots automatiques qui n'ont pas besoin de cibles, mais qui se retrouvent par l'apprentissage et sont capables d'aller beaucoup plus vite et puis de gérer leurs problèmes et de contourner les obstacles. Je ne vous parle pas des drones et autres systèmes. Dans l'entrepôt, on va être plutôt vers du RFID et tout ce qui est de la préparation avec du smartphone et pourquoi pas du RFID, code à barre et autre chose. Mais il y a un sujet qui nous intéresse ici, qui est la simulation numérique. On appelle le jumeau numérique, qui existe depuis longtemps. Chez Mibar, on fait depuis une dizaine d'années. Et là, en fait, dans ce jumeau numérique, donc on va un peu plus loin que la simulation. On va faire une modélisation, on va l'expliquer ce qu'il y a derrière. Mais ça permet de voir ce qui se passe sans perturber l'installation existante. Mais ça permet de voir comment le système a réagi à des commandes prévues, comment il pourrait réagir à des commandes futures. Quel est mon statut de la production si je le perturbe un peu et quelles sont mes disponibilités potentielles de matériel comme d'équipement. Et ça s'applique à la production, bien entendu, ou à l'intralogistique, donc les petits convoyeurs qui se baladent. Alors, ce que l'on voit, nous, comme tendance, c'est que toutes nos installations passent par la simulation. On est plutôt sur des grosses machines, en général, sur des investissements supérieurs à 10 millions d'euros, donc il y a de l'équipement. Et qu'on sent bien, que ce soit en France ou en Allemagne ou tout ailleurs, que le jumeau numérique, dans le principe, sécurise les entreprises, puisque la majorité d'entreprises parlent là-dessus. Donc, est-ce que c'est l'outil absolu? Alors, qu'est-ce que c'est que la simulation pour répondre à ça? On a dit, encore une fois, que la simulation de flux ou le jumeau numérique fait partie de ces technos d'industrie 4.0. Alors, effectivement, on va le voir, elle permet de trouver la performance maximale d'une installation. On verra dans quelles conditions. Elle permet en ça, finalement, de valoriser des investissements, de voir qu'est-ce qui se passe si on est en start-up, si on démarre un nouveau produit sur une chaîne qui n'est pas tout à fait, par exemple, mise au point, ou on est en ramp-up, ou le bord de ligne n'est pas, ou le bord de ligne n'est pas tout à fait au point, qu'est-ce que ça impacte? Et puis, si je dois passer de 50 à 100 tonnes, qu'est-ce qui se passe? Là, où est-ce que je vais coincer? Ça permet, cette simulation, de visualiser, c'est une chose, mais surtout d'analyser le comportement au travers de bases de données. Parce que vous allez voir des vidéos 3D, mais ce qui est intéressant, ce qui est la valeur ajoutée, c'est d'envoyer des données, d'en récupérer d'autres et les analyser. Et donc, la simulation permet de résoudre des problèmes complexes qu'on ne saurait pas faire par Excel. Et permet aussi de se dire qu'est-ce qui se passe si je décale mes délais de production et ainsi de suite. Donc la simulation de flux, c'est Excel++. L'approche de la simulation, on le voit dans nos façons de faire, font que
on répond pleinement aux enjeux, ça c'est clair. Hein. Si on modélise une installation, on est capable si on y rentre les ordres de production ou les ordres de fabrication, on est capable de savoir au bout de 24 heures ou d'une semaine quel est le nombre d'ordres de fabrication qui sont sortis, pleinement, complètement ou partiellement. Quand on a un palettiseur ou toute autre chose qui sont saturés, on a cette possibilité de voir là exactement quand est-ce qu'il est saturé, d'y rajouter des buffers virtuels amont et aval pour libérer et voir ce qui se passe. Et puis, puisqu'on a l'utilisation de toutes les ressources, eh bien, on peut connaître les coûts de la logistique, ou disons des flux. Coûts, c'est-à-dire comment je suis capable de tenir vis-à-vis, excusez-moi, de la tenue du plan de production. Et puis, coût vis-à-vis j'ai des maintenances préventives, curatives. Qu'est-ce qui se passe? Et ça me permet d'approcher mes coûts logistiques. Donc, la simulation, elle a une valeur ajoutée quand on a une installation complexe, parce que sinon, ce n'est pas la peine. Et là aussi, lorsque les flux ont de très fortes variations, quand vous avez un flux linéaire, prévisible, avec une installation même un peu complexe, on s'y retrouve. On sait quand est-ce que ça va coincer. Par contre, lorsqu'on a des pics, des concentrations dues à de la planification, ou parce qu'il y a une ressource qui est coincée, on fait un goulot d'écroulement et on fait un système d'ailes de papillon et de mouvements de haut en bas, la simulation a tout son intérêt parce qu'elle est capable de simuler ces aspects dynamiques. Alors les grandes étapes d'une simulation sont toujours en 5 points. 1, définir les objectifs, on va le détailler ça. 2, collecter des données d'entrée, absolument fondamental. 3, modéliser pour valider, étalonner le modèle pour que si on fait quelque chose, ça ressemble à l'existant déjà. Exploiter, c'est-à-dire lancer un premier run, 2 runs, on fait souvent 10 ou 20 ou 15 runs pour arriver à affiner. Et puis documenter, ça c'est notre métier, pour en sortir, si vous voulez, un résultat et la quintessence de l'ensemble. Le premier point, donc, c'est déterminer les objectifs de la simulation. Simulation, c'est très vague, donc il y a besoin de savoir exactement ce qu'on veut en faire. Et donc, le modèle peut être éventuellement différent, hein, les données aussi. Il ne veut pas mon truc. Voilà. Et donc, on doit savoir si on veut d'abord garantir des délais, si on veut juger une efficacité, si on veut valider des scénarios de fonctionnement, si on veut connaître des limites du système. On a besoin de savoir exactement le pourquoi on fait une simulation. Parce que, en fonction de ça, on va collecter des données qui peuvent être éventuellement différentes. Les données sont des ordres de production, par exemple, ou des ordres de livraison au client, des ordres d'approvisionnement, donc ce qui sort en gros de l'ERP. Mais c'est aussi des données de packaging, des données de stock, des données aussi de paramètres des machines, à quelle vitesse ou à quelle fréquence fonctionne-t-elle. C'est le taux synthétique d'occupation, donc ou bien alors même des courbes de panne. On peut même envisager de simuler les opérateurs qui, au début de la journée, vont bien, ils sont au café, et en fin de journée, ils sont fatigués. Donc on peut aller assez loin. Le tout est de ne pas engager de l'argent pour que ça ne serve à rien. Mais on a ce besoin de collecter énormément de données pour caractériser le système. Ensuite, le modèle, on va partir de plans et aller aussi proche que possible, puisqu'on a maintenant tous les outils pour faire tourner des modèles complexes. À partir d'outils de simulation eux-mêmes, il y en a une centaine, donc je ne vais pas les développer, ce n'est pas le sujet, mais on a des capacités d'intégrer à peu près tous les types d'équipements qui existent sur le marché. Je parle des équipements comme ici. L'idée étant d'être le plus proche possible et convaincant. Donc à quoi ça ressemble un modèle? Je vous ai préparé une petite vidéo ici.
Tu veux pas? Ah oui, il faut que je sorte. Il me fait des petites misères. Mais je vais y arriver, je vais y arriver. Voilà. Donc ici, on est sur un système de production et de palettisation. Si vous ne voyez pas bien, c'est normal, c'est trop clair. Mais ici, donc, on a des systèmes de conditionnement, des chips, etc., de Pepsi en fait, qui est un de nos clients. Et donc, on a simulé, donc, vous voyez, un système de tri et de buffer qui vont alimenter des systèmes de palettisation pour du chargement automatique. Donc ça, c'est la modélisation exacte d'une installation qui va être mise en service. Où, vous voyez, on peut tester finalement des opérations manuelles et on peut tester des systèmes comme ça de palettisation avec une installation que vous devinez. Alors, ce que vous voyez, c'est le modèle. Quand on fait une simulation pendant une semaine, nous consultants, on ne regarde pas la simulation pendant une semaine. C'est une validation du modèle et ensuite on va récupérer les données qui sont ça avec les mouvements de chaque pièce et retrouver des KPI, comme on dit, donc des indicateurs pour voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Voilà. Donc là, vous avez un entrepôt à eBay pour le principe et puis un système de chargement. Cette petite vidéo que mes collègues allemands nous ont préparée. Ça, c'est donc le modèle, aussi précis que possible, puisqu'on attend à ce que les résultats soient proches de 5% de la réalité. Donc, il ne faut pas négliger et mettre les moyens. Ça va? Bon, c'est pas une petite vidéo, quoi. Hein, voilà. Alors, l'étape presque la plus intéressante après, c'est l'exploitation des modèles. Donc, on se retrouve avec des bases de données très importantes qu'il faut traiter, avec du Power BI ou tout ce que vous voulez. L'idée étant qu'on soit le plus proche, près de la réalité, pour que les résultats qu'on fournit soient crédibles et que les patrons prennent les bonnes décisions. Alors, vous avez vu un peu la simulation, j'ai passé un peu de temps là-dessus. On a parlé du Lean également. Et là, on est sur le sujet de opposer ou comparer les deux projets, Lean et Industrie 4.0. Exactement. Alors là, on a déjà vu un peu de Lean, les concepts, la théorie, même de l'industrie 4.0, un peu des jumeaux numériques, des digital twins, des simulations, etc. Mais là, en mode récapitulatif, un peu, les Lean, il s'agit d'une philosophie d'amélioration continue. Bien sûr, c'est base sur les différents problèmes qu'on peut avoir dans une chaîne logistique, dans notre usine, n'importe où, et de vraiment résoudre ces problèmes. Comment on va résoudre ces problèmes? Et là, on utilise des différents outils, 5S, et Just in Time, Jidoka, etc., etc., tout ce qu'on avait déjà vu dans la petite maison bleue, là. Et aussi, c'est important que les différentes équipes qui participent aussi participent à ces genres de solutions avec les lignes. Et là, disons dans l'autre côté, mais vraiment, on va les mettre côté-côté. L'industrie 4.0, vraiment, c'est basé sur les données. Et là, aujourd'hui, je pense que presque toutes les entreprises travaillent avec beaucoup de données, mais ne savent pas quoi Surtout faire. Google. Vraiment. Ouais, mais vraiment ne savent pas quoi faire avec ce genre de données, comme Philippe vous a déjà dit. Et là, niveau logistique, des stocks, transport, vente, etc., etc., etc. Mais là, l'idée, c'est mettre tous ces genres de données, tous les processus, et de les automatiser, et vraiment construire un système, notamment digital ou numérique, pour montrer la réalité. C'est comment sa réalité. Et après, jouer avec des différents paramètres et mettre sur la table des différents scénarios. Et voir des possibles solutions à ces genres de problèmes. Mais là, on les met à côté-côté, non?
C'est pas vraiment comme si c'était un versus, mais on peut travailler tous ensemble avec ces genres de solutions. Là, ici, on vous montre tout en démarche lean, c'est quoi les problèmes, c'est quoi les causes racines, et les faiblesses de mon processus, etc. Et là, on arrive à une approche lean où on va définir, on va mesurer, on va analyser, etc. C'est le genre de différentes solutions proposées pour arriver à résoudre un problème. Mais si vraiment on veut aller un peu plus loin, on peut ajouter ce genre de solutions 4.0. Et dans ces cas-là, la simulation où on peut visualiser, modéliser notre système, et vraiment l'animer et proposer une optimisation des différents processus. Alors, ce n'est pas une compétence entre tous les deux, vraiment, ils sont compatibles pour travailler ensemble. Et là, l'idée, c'est qu'il y ait une productivité, même si c'est faible. L'idée, n'est pas de gérer comme tel, sinon d'augmenter la productivité. Et je conclurai un peu par la petite image de notre collègue Rainer sur ce schéma qui explique bien les choses, je pense. C'est qu'il est nécessaire de se baser d'abord sur les processus, on vit de ça dans l'usine, les organisations, et que le 4.0 nous donne le petit plus, ou le gros plus, si vous voulez, qu'on n'avait pas avant. Il reste qu'on est toujours sur des sujets, quand il y a des problèmes, des sujets d'analyse, il n'y a rien à faire, il faut y passer. C'est des fois pénible, mais il faut le faire. Il faut rédiger, mais il faut le faire. Et éviter d'aller à la solution, mais donc chercher les causes profondes. Ensuite, le Lean permet, avec ça, de structurer la démarche, de mettre au point des processus, de rédiger, d'écrire, encore une fois. Et puis après, on s'amuse, entre guillemets, avec du 4.0 et avec de la virtualisation ou des choses comme ça pour aller plus loin et pousser l'usine au maximum, ou le site, ou le système, dans ses délais, dans ses coûts. Travailler sur la flexibilité, parce que quand on flexi veut dire des arrêts, des démarrages, et les usines n'aiment pas ça. Donc quelle est la limite de mon usine ? La même chose en livraison à temps, c'est encore différent. C'est le temps que passe mon produit, ou mes composants dans mon produit pour sortir un produit fini. La qualité est indispensable. C'est plutôt Lean que 4.0. Et la satisfaction client, on en vit tous, parce que des fois, on est des clients. Merci. De rien, de rien. Bon, je ne sais pas s'il y a des questions ou... Vous pouvez le faire en colombien, en français ou en anglais, on comprend les trois. Espagnol, français, anglais, n'importe quoi. Keine Deutsch. Hein. Oui. Merci, je m'appelle Miyaza, je suis alternant. J'ai deux questions en fait sur le démarche Lean d'abord. Peut-être que le démarche Lean peut être une source de données pour l'application sur la révolution Industrie 4.0. Donc, est-ce que vous pensez vraiment que ce sont deux méthodes qui se diffèrent? Oui, c'est deux méthodes. Bon. C'est deux méthodes qui se diffèrent, pour reprendre votre terme, ou qui se complètent. Quand le Lean, ou cette démarche, en fait, qui est de chercher non pas les solutions, mais les problèmes, enfin les causes, va vous mettre des priorités, mais ne va pas forcément résoudre tout. Et c'est là où, quand on a un jumeau numérique, on peut tester une idée sortie du Lean, qui est d'avoir redéfini un nouveau processus et de le réintroduire dans l'usine et voir si on n'a pas fait d'erreur, hein, et de voir son potentiel. Que
La démarche Lean est finalement une démarche de raisonnement, de processus, de qui fait quoi. Et le 4.0 permet de modéliser, donc et aussi sans perturber l'usine, parce qu'on pourrait dire, tiens, allez, on fait le chantier, vous arrêtez l'usine un petit peu, là, parce qu'il faut que je fasse mon boulot, et puis on voit ce que ça donne. Et souvent, les patrons, ils ne sont pas trop d'accord. Donc, parce que l'usine, c'est pas très bon d'arrêter. Donc, la virtualisation permet de se rassurer. Voilà, c'est son petit avatar. On regarde ce que son petit avatar est capable de faire plutôt que d'arrêter l'usine. J'ai répondu ou pas? Et une dernière question en fait C'est sur vrai. l'intralogistique. Comment vous valorisez la mise en place d'un système intralogistique par rapport à un système, comment dire, semi-logistique humain? Alors, on n'est pas tout à fait dans la conférence, mais là, sans problème. Quand on approche, un client nous demande justement comment valoriser de l'intralogistique dans un système de... Quel bon niveau d'automatisation? La première chose que l'on fait, c'est les données de flux fondamentales. Entre autres, la saisonnalité, les effets de pointe, qui sont terribles parce que si vous avez des effets de pointe avec des flux doubles, faire attention de ne pas doubler l'investissement de la manutention. Ensuite, c'est bien définir les processus, les entrées, les sorties, ce qui doit fonctionner, etc. Faire le tour de la question. Et puis ensuite, chercher des solutions. Donc c'est des dessins, des croquis. En fait, on n'a pas la solution qui tombe tout seul. On fait une solution manuelle, parce que c'est la référence, une solution semi-manuelle qu'on a développée au cours de la mission, une solution plus ou moins full automatique. Et ça, on fait des plans parce que ça fait 40 ou 50 ans qu'on en fait. Et puis ensuite, on fait le chiffrage, les budgets de l'intralogistique en question, parce qu'on passe des marchés tout au long de l'année, donc on est au courant des prix. Et puis, en face de chaque solution automatisée, on calcule les coûts opérationnels, qui sont les personnes. Heureusement, il y en a encore, donc il faut faire des gammes opératoires en phase 2, sur un poste good to man ou sur un poste opérateur, on est capable de calculer, non pas la productivité, mais les tâches à faire, donc le temps à passer, donc le nombre de personnes. Et puis, on calcule aussi un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est l'énergie, puisque tout ça, ça demande beaucoup d'électricité par rapport à la force humaine, beaucoup plus que la force humaine. Et des coûts de maintenance, parce que quand on a de la maintenance, quand quelqu'un est malade, c'est la Sécu qui paye. Quand il y a une machine en panne, c'est le patron. Alors, on pèse, si vous voulez, à chaque fois. Et alors, à force, on sait à peu près où on va assez rapidement. Ceci étant, on n'est pas à l'abri d'une bonne ou d'une mauvaise surprise. Donc, c'est vraiment une démarche. C'est un raisonnement jusqu'à l'absurde. Vous voyez, on définit tout, on regarde jusqu'au bout. Moi, je voulais juste ajouter quelque chose pour la première question. Là, imaginons qu'on a un processus opérationnel. Là, on a des opérations qui ajoutent de la valeur, des processus qui n'ajoutent pas de valeur. Là, l'idée du Lean, c'est de réduire ces genres de processus qui n'ajoutent rien, non? Mais soit un processus qui ajoute de valeur, soit un processus qui n'ajoute pas. Tous les deux, c'est une source de données pour tous ces genres de démarches 4.0. Et là, l'idée, c'est que tous les deux, ça peut travailler ensemble. Voilà. Bonjour. Oui, bonjour. Eric Dufour, professeur d'enseignement supérieur agricole. Alors, vous avez parlé des jumeaux numériques, donc un peu de la simulation je vais prendre une chaîne de production à partir des données qui sont collectées sur les différentes machines. Pour moi, c'est un volet de ce qu'on appelle jumeaux numériques, mais il y a un deuxième volet pour moi, et je trouve que vous ne l'avez pas abordé, c'est tout ce qui est le pilotage de la chaîne de production à partir du modèle de simulation qui a été généré dans le cadre du jumeau numérique. Donc tout ce qui est le pilotage, pour moi, c'est une partie qui est aussi importante au niveau de ce qu'on appelle jumeau numérique. Donc, est-ce que vous avez eu déjà à travailler sur ces approches-là de rétro, du moins tout ce qui est un peu le contrôle des machines pour l'optimisation de la chaîne à partir du modèle jumeau numérique? J'ai deux réponses. Il y a des outils qui permettent
de valoriser la performance, comme je vous ai montré. Et je ne sais pas si c'est dont vous parlez, de ce qu'on appelle des IFAT, donc des outils de simulation qui permettent de tester en fait des installations avec du pilotage et des automates programmables qui permettent de simuler les gravesets à partir des capteurs actionneurs et donc de tester une machine ou un ensemble avant la mise en service. Est-ce que j'ai répondu ou est-ce que je suis à côté? Parce que dans pilotage, il y a plusieurs sens en fait. Non, ils font le possible. Dans la deuxième partie de votre réponse, ça aborde un peu, mais moi, c'est vraiment le pilotage d'une ligne de production en fonctionnement. C'est pas installation des machines, c'est le contrôle, l'optimisation, le contrôle optimisé des machines par le jumeau numérique lors de la production, en production. Bah, c'est ce que j'avais pensé présenter. Je me suis mal exprimé. Mais quand on est dans... Quand on est dans de la modélisation comme ça, on modélise les ordres de fabrication, on modélise quand est-ce qu'une machine doit démarrer, s'arrêter, quelles sont ses performances. C'est en ça qu'on pilote l'installation. On peut y intégrer aussi un planificateur. Donc, en fonction des objectifs, oui, on peut aller d'une simulation continue jusqu'à voir ce qui se passe si on planifie autrement les ordres de fabrication. Est-ce que c'est... Je l'ai mal exprimé à ce moment-là, parce que pour moi, c'était dedans. Ok, ben merci beaucoup. Non, c'est... Bonjour, je suis étudiant à l'université, à l'IUT de Rennes 1. Et ma question c'était, dans l'analyse, dans la partie analyse, c'est quoi les causes les plus fréquentes de problèmes et du coup des solutions qui sont en réponse à ces causes? C'est quoi le plus régulier? Je ne vais pas répondre à votre question, si ce n'est dire que souvent les gens ils cherchent les solutions avant les causes. Et que c'est souvent l'histoire qui fait que les gens se retrouvent en... Il y a le fait que une usine sort pas de terre comme ça, donc elle a une histoire. Et donc j'ai des exemples en tête qui sont des changements de produits ou de caractéristiques des produits qui font que le stockage prend plus de place et ça a des impacts. J'ai des exemples où, en conception d'usines, les gens oubliaient la logistique. Et donc on a remis les notions de logistique, parce que les personnes ne savaient pas qu'il y avait plusieurs couches sur une palette. On était à des basiques, quoi. J'ai un peu de tout, si vous voulez. Ou bien des décisions un peu rapides, sans prendre le temps de se poser. C'est des réponses dans l'urgence. Ou c'est vivre avec les problèmes. Donc j'ai 60 ans, j'ai vu pas mal de choses. Je ne sais pas vous dire le plus. En fait, là, juste pour résumer, faire un summary, ça dépend des entreprises, ça dépend de tout ce qu'il y a. Et normalement, la logistique, c'est un sujet assez beau parce que vraiment, c'est la réalité. Alors, il y a beaucoup de contraintes physiques, il y a contraintes d'espace, il y a contraintes de ressources, il y a, etc., etc., etc. Et du coup, ça devient des bottlenecks. Je ne sais pas comment dire ça en français, mais bottleneck. Ok. Goulot d'étranglement. Voilà. Et là, ça ajoute pas de valeur. Ça prend du temps, ça coûte, etc., etc., etc. Alors ça, c'est ce genre d'analyse. Alors, il faut vraiment voir quel type de contraintes votre entrepôt, votre usine, votre réseau de transport, etc. Et quel type de contraintes il existe. Voilà. D'autres questions?
Parce qu'à la régie, il n'a pas eu le temps de prendre son café et il voudrait que ça s'arrête assez rapidement. Parce que l'autre avant, si vous voulez, il a pris du retard. Il n'a pas pu manger comme il voulait. Et là, il n'a pas pris son café. Donc si on pouvait arrêter rapidement, on peut l'applaudir. C'est où le café? Alors, d'autres questions? L'article de notre collègue, là, docteur, je l'ai beaucoup aimé cet article. C'est pas du commercial. Vous l'avez sur notre site web, mibar.com. Je l'ai bien aimé, en fait, sur ce travail très méthodique qu'il a fait, le lean ou la simulation. Et voilà, le café, c'est ça. C'est exactement ça. Des questions? Ça va? Le jingle de la fin, c'est comment? Bon, je crois sauf si vous voulez qu'on passe à faire un tarot ou autre chose, je crois qu'on peut terminer. Voilà. Et bravo à Andrés. Hein.